Bonjour Alexandra, Bonjour Jean-François. merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Alexandra et je suis psychologue clinicienne et je suis aussi formée à la parentalité positive, à l'accompagnement des parents. Voilà. Eh bien, on va justement parler de ceci aujourd'hui et notamment, je voudrais que tu nous expliques une phrase emblématique qui est souvent brandie par les personnes qui ont subi des violences et qui continuent peut-être à les reproduire. Cette phrase est la suivante, c'est «Je n'en suis pas mort». Ah oui, alors effectivement c'est une phrase qu'on entend très souvent de la part des parents ou des personnes qui ont vécu des violences donc dites éducatives. Euh, Puisque elles ont été élevées, elles ont été dans une éducation plutôt coercitive, en tout cas très autoritaire, à la dure, où les VO faisaient partie du quotidien et où les parents leur disaient que c'était pour leur bien. Donc elles ont grandi en développant cette croyance que, par exemple, donner une fessée, donner une gifle, laisser pleurer, voilà, toutes ces violences-là, c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour éduquer. Tu veux dire que cette croyance n'était pas là initialement et qu'elle s'est forgée en fonction du dialogue et de ce qui accompagnait les actes violents de la part du parent, notamment, et des autres adultes qui pouvaient entourer l'enfant, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que l'enfant, donc, qui en plus, plus l'enfant est petit, plus l'enfant est en proie à ses émotions, à un cerveau qui est dit immature, en tout cas en cours de maturité. Et plus on va le couper de son ressenti, plus on va euh, ne pas lui permettre en fait d'exprimer ses émotions, de décharger son stress au niveau du cerveau, plus tout ça va s'emmagasiner et plus on lui répète que c'est pour son bien, et plus il va apprendre au final un petit peu à, si tu vas, se dissocier de ses émotions et de son ressenti émotionnel. Donc tu veux dire qu'un enfant qui aurait un comportement qui ne serait pas acceptable du point de vue d'un adulte qui utiliserait des méthodes coercitives et que l'adulte donc appliquerait une de ces méthodes coercitives, que ce soit des punitions, que ce soit le fait de menacer, le fait de faire peur, le fait de faire honte, le fait d'isoler aussi, ceci va provoquer chez l'enfant une sorte de mutisme au niveau de ses émotions et quelque part aussi, mais ces émotions ne vont pas disparaître au fond, elles seront là toujours. Oui, alors donc là on va rentrer dans un phénomène, c'est-à-dire que face à un parent qui est très autoritaire, qui va menacer, qui va crier, qui va utiliser toutes ces méthodes-là, un enfant face à ce stress, face à cette peur au final, parce que l'enfant a peur de cette figure parentale, il y a trois possibilités qu'on peut identifier. Donc, soit il peut fuir, ce qui en général va pas vraiment être le cas, surtout si l'enfant est petit. Soit il va attaquer, mais en général, les petits ils attaquent pas. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? L'enfant se fige. Quand l'enfant se fige, il va y avoir un mécanisme au niveau du cerveau, parce que tout ça c'est biologique au Mm. final. C'est-à-dire que le stress ressenti à ce moment-là, donc il va pas pouvoir être déchargé, parce que normalement on le décharge par le mouvement. Et du coup, ça va rester comme emmagasiné, comme capturé au niveau dans son cerveau. Et c'est ce qui va pouvoir donner lieu plus tard à des très grosses décharges, même une fois devenu adulte. Quand le parent se retrouve face à un enfant qui va faire ce que lui interprète comme une bêtise, il va pouvoir avoir sa part qui a été dissociée enfant, qui va ressurgir à ce moment-là, avec les cris, avec les menaces, avec les punitions. Et d'ailleurs, il y a certains parents qui le disent très clairement, mais je ne me reconnais pas. J'ai pas l'impression d'être moi quand je suis dans cet état. Et après, il y a de la culpabilité, il y a... Voilà. Tu viens d'évoquer une notion importante, la notion de part de soi. Mhm. Quand un enfant est maltraité dans l'enfance ou quand il est exposé à des violences, il peut se passer une sorte de dissociation, tu en as parlé, mais surtout comme s'il y avait une part qui était en soi, qui avait subi ces violences et qui continuait à exister et qui était toujours là à l'âge adulte. Cette part-là de l'enfant maltraité, elle n'est pas la seule, du coup, il y a d'autres parts qui sont là. Par exemple, la part qui a reçu peut-être de l'amour, a reçu de l'écoute, etc. Et tu disais donc que cette part d'enfant maltraité, elle peut devenir ensuite peut-être la part prédominante chez l'adulte qui va lui-même maltraiter
peut-être les enfants autour de lui ou ses propres enfants, etc. C'est ça? Oui, totalement. C'est-à-dire que ce phénomène de dissociation, qui est au final un mécanisme de protection, parce que sur le moment, quand l'enfant se dissocie, se fige et par la suite va se dissocier, il faut savoir que c'est pour se protéger. C'est parce qu'il y a une dose beaucoup trop importante de cortisol, d'adrénaline qui envahit le cerveau, qui envahit le corps. Et le cerveau, donc, pour protéger d'un éventuel choc, que ce soit au niveau cardiaque ou sur le système nerveux, va provoquer ce phénomène, si tu veux, de dissociation. Euh, du coup, quand on a des parts dissociées, donc moi je parle de parts parce que c'est Mhm. plus, faut mieux comprendre que un adulte par la suite, puisqu'il est dissocié, puisqu'il a grandi avec cet état dissociatif, va légitimer les violences lui-même qu'il a subies. Parce que si tu veux, si l'adulte, on lui dit oui, mais quand tu étais enfant, quand il s'est passé telle chose, quand on te laissait, par exemple, des heures à table pour que tu finisses, quand on te forçait à manger, quand on te mettait sous la douche froide parce que tu avais fait, Mhm. soi-disant, une bêtise, les émotions sont trop douloureuses. C'est-à-dire que la dissociation protège de ressentir ces émotions du passé, parce que c'est Oui, des émotions du passé qui ont été emprisonnées. Et donc, l'adulte est protégé, si tu veux, de cette manière-là. d'accord. Ça veut dire que donc cette part, c'est elle qui peut dire je n'en suis pas mort, au fond. Bien sûr, ah C'est bah, celle-ci, totalement. parce qu'elle est anesthésiée Elle émotionnellement. est anesthésiée, c'est une part qui est anesthésiée pour se protéger de la souffrance vécue euh, durant l'enfance. Et donc, le parent va aussi avoir recours à ce qu'on peut nommer de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que il légitime ces violences euh, parce qu'il a besoin d'être, si tu veux, il a besoin d'être en accord un peu avec lui-même, avec ses valeurs, mais c'est pour le bien, mais c'est pour élever, c'est pour éduquer, Oui. et voilà. Des valeurs intellectuellement plantées par ses propres parents peut-être, puisqu'en fait, comme tu le disais, l'association, le fait de faire de la violence devant les enfants, parce qu'il y a aussi ce principe vicariant d'assister à de la violence, le Mhm. fait de subir de la violence soi-même, quand c'est associé de la part de l'adulte à des mots, à une narration du style ben voilà, c'est pour ton bien. Et si je t'avais pas fait ça, ben tu serais devenu une mauvaise personne. Ben, tout ça, finalement, ça devient intégré, et ce qui fait que ça vient effectivement légitimer toute cette violence. C'est bien ça? Oui, complètement. Ça vient légitimer la violence, ça vient renforcer la croyance que déjà c'est la seule manière d'élever un enfant. Mes Mhm. parents, mes parents m'aiment, mes parents veulent mon bien, donc mes parents ont eu recours à ces méthodes-là pour mon bien. C'est de l'amour. Et ce qui fait que plus tard, ça va potentiellement devenir très problématique pour des personnes qui vont pouvoir voilà, être dans des relations abusives, manipulables, manipulées, et identifier ça comme de l'amour parce qu'elles ont appris que c'était de l'amour. Ah oui, parce qu'effectivement, en grandissant, certaines peuvent être en contact avec des adultes qui, eux, vont faire preuve de violence, et finalement, cette violence va être quasiment acceptée, presque comme une marque d'amour de la part de Mhm, cette personne-là. Et parce qu'il y aura aussi cet état dissociatif qui sera en vigueur à ce moment-là, puisque l'exposition à la violence aura réveillé cette part dissociée de la personne. C'est bien ça? complètement. D'accord. Alors, on disait qu'il y avait plusieurs parts. Il y a une part aussi qui a été alimentée par l'amour, par la bienveillance, par un attachement sécure. Et justement, je voudrais qu'on parle de ce paradoxe relatif aux violences éducatives ordinaires. À la base, un attachement sécure, et là, lorsqu'un parent répond aux besoins de son enfant, Mhm. est à son écoute, anticipe même ceci, et l'enfant se sent en sécurité avec son parent et peut se permettre d'explorer. Ce sont les deux facettes de l'attachement, hein, le fait d'avoir ce havre de sécurité, et ensuite justement pouvoir explorer. Et dès qu'on sent un peu de danger, hop, on revient vers son parent pour se sécuriser. Mais là, du coup, le paradoxe, il est que l'enfant va ressentir de la douleur peut-être hein, et des émotions très désagréables avec son parent qui est censé être sa figure d'attachement, ce parent qui lui offre de la sécurité. Et donc j'imagine qu'au niveau du cerveau, c'est la grande confusion. Oui, bien sûr. C'est très confus pour un enfant de se dire qu'est-ce que l'enfant va se dire lui. Si un enfant, il est puni parce qu'il est un enfant au final. Il a des attitudes d'enfant, il a un cerveau qui est mature, il est en proie à ses impulsions.
Il n'arrive pas encore à se réguler, ni émotionnellement, ni les comportements impulsifs. Si on le punit pour ça, au final, qu'est-ce qu'il se dit? Je ne suis pas aimable. Mm. Je n'ai pas le droit, au final, d'être qui je suis. C'est-à-dire que lui, c'est un enfant, il est ancré dans le présent, contrairement à nous adultes. Il est dans son plein potentiel, il est plein de vie. Il ne cherche pas les adultes, c'est-à-dire il ne cherche pas à faire des bêtises. Lui, il explore, il expérimente, il vit sa vie d'enfant. Et le problème, c'est que les parents vont rentrer dans des jeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter les comportements des enfants comme étant par exemple, bah, tu me cherches, il me défie, Il me provoque. Ouais. il me provoque, voilà, Ouais. tout ce panel-là. Ça, donc, c'est la croyance irrationnelle, quelque part, que les parents ont pu nourrir et a été alimentée justement par une exposition à ce style éducatif. Comment changer les choses? Comment arriver à s'attaquer à ces croyances? Comment peut-être aussi venir guérir cet enfant intérieur qui a été blessé, qui maintenant est associé à cette part justement qui est potentiellement dans la reproduction des violences? Comment faire par rapport à ça? On va peut-être définir ce que sont le trauma et le psychotrauma, si tu veux bien, par rapport à cela. Donc un enfant clairement qui a été victime de violence, le trauma, donc, c'est cette exposition. Et le psychotrauma, de quoi s'agit-il, du coup? Alors oui, donc le trauma, comme tu dis, c'est l'événement. Oui, C'est un événement qui est soudain, qui arrive soudainement. Le psychotrauma, ça va être tous les symptômes et les troubles psychologiques qui vont en résulter, qui vont impacter l'individu. Et donc, par rapport au psychotrauma, ce qu'on sait, c'est que, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de parler de psychologie, c'est biologique, c'est-à-dire ça laisse des traces dans le cerveau. Donc, l'enfant, il a un cerveau donc, qui est malléable, qui est en cours de construction. Plus une expérience va être répétée, et plus le cerveau va l'enregistrer. C'est-à-dire que d'un côté, si par exemple je suis un enfant, bon, j'ai vécu avec des parents chaleureux, des parents accueillants, des parents voilà, qui m'ont apporté suffisamment de sécurité émotionnelle. Et de temps en temps, bon, il y avait quelques disputes, il y avait quelques cris, mais ça restait quand même assez minime par rapport au reste de l'expérience. Je vais quand même être dans un style d'attachement plutôt sécure, je vais grandir avec ces souvenirs-là plutôt positifs. oui. C'est-à-dire qu'à contrario, si j'ai été très soumis à des violences, à une éducation coercitive, à des menaces, du chantage, hein, toutes les VO qu'on connaît, et que les expériences finalement positives, elles sont moindres par rapport au vécu traumatique, du coup, puisque Oui. les VO, c'est du trauma, eh bien, effectivement, là, je vais imprimer, le cerveau va imprimer, en fait, cette voie-là, c'est ce qui fait la marque traumatique au niveau biologique. D'accord. C'est cette marque traumatique. Et elle est visible, je crois même, au niveau Elle est de... visible quand on a recours aux imageries cérébrales, C'est effectivement. ça. Donc la Mhm. violence a des effets concrets sur Oui. la structure du cerveau. C'est important de le dire, ce ne sont pas que des mots. C'est important de dire qu'il y a des effets réels sur le cerveau et que, est-ce qu'on en guérit totalement ou est-ce qu'il reste encore des cicatrices de ceci? On parle de résilience, bien sûr, par rapport à la violence, mais est-ce que justement cette guérison est comme une blessure qu'on pourrait se faire? Est-ce qu'il ne restera plus rien ou alors est-ce que la cicatrice sera toujours là? Alors ça va dépendre en fait, ça va dépendre de la cicatrice, de la blessure et de nos facteurs de résilience. Ça va dépendre aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser comme ressources, quels facteurs de protection on a pu avoir et développer dans l'enfance et par la suite. Et parfois ça prend beaucoup de temps en thérapie pour travailler, pour guérir du psychotrauma, mais c'est possible. D'accord. On parle peut-être de rétablissement, du coup, plutôt que de guérison. On peut parler de rétablissement, euh, on peut parler de guérison, mais dans le sens où on va pas oublier ce qui nous Ouais, arrive. c'est ça. On n'oubliera pas. On va apprendre à vivre avec ce vécu sans que ça vienne réactiver donc l'amygdale cérébrale qui est le système d'alarme. C'est-à-dire que parce que le psychotrauma, quand on a vécu des violences, puisqu'on parle des violences, eh bien le moindre son, quand il est actif, c'est-à-dire le moindre Hmm. son, l'odeur, un environnement qui va rappeler, pas forcément de manière consciente, hein, mais même inconsciemment, ces violences-là vécues dans l'enfance, l'amygdale va se mettre en alerte
et la personne va être en proie à des crises d'angoisse, des attaques de panique, un énorme stress qui va l'envahir de nouveau, encore, et si tu veux, c'est une boucle infinie après. Oui. Ce qui signifie qu'un parent qui a été lui-même maltraité, qui a subi des violences éducatives qui n'ont pas été suivies sur le plan professionnel au niveau des professionnels de la santé par un psychologue par exemple, eh bien ce parent tous les jours s'expose à une réactivation de son trauma, par exemple lorsque son enfant va se mettre à pleurer, lorsqu'il va croiser un élément qui va être relatif à son ou ses traumas initiaux, c'est-à-dire ceux qu'il a connus quand il était enfant. Et si il assiste à ça, et si son cerveau perçoit ceci, il se peut justement que l'état dissociatif se remette en place, et c'est Mhm. ça qui peut amener justement le parent à, malgré lui, perpétrer justement ce genre de violence. Je dis malgré lui parce que beaucoup de parents me disent, j'ai beau essayer, je n'arrive pas en fait à ne pas faire preuve de violence. Oui, oui, complètement. Alors, plus le parent va être encore, plus le trauma est encore actif au final. Donc, s'il n'y a pas eu de travail, s'il n'y a pas eu voilà le travail nécessaire, et plus c'est susceptible de se réactiver, comme tu le dis, face à un enfant qui va venir crier, qui va venir, enfin, réveiller en fait cette mémoire traumatique. Non, et c'est ce qui fait que parfois il y a des parents quand ils assistent à des scènes qui sont pas censées être drôles au final, et ben ils vont rire parce qu'en fait ils vont être détachés. Euh, Ils ont ce détachement là parce que c'est trop compliqué pour eux de se mettre en empathie. Parce que la notion d'empathie là, elle est court-circuitée par le trauma. Alors je suis content que tu parles de l'empathie, parce que ben, un des effets de cette dissociation fait qu'on se coupe de notre empathie naturelle, on n'est Mhm. plus capable de se mettre à la place de l'autre, notre cortex préfrontal est, on va dire, déconnecté, si on veut si on veut vulgariser, et du coup cette empathie qui aurait pu nous empêcher de passer à l'acte de manière agressive, ben on ne la ressent pas Oui. pour l'autre. Et je voudrais donc que tu nous donnes ton éclairage aussi sur ce point, les vidéos où les enfants sont humiliés sur Internet et qui récolte beaucoup de commentaires et de rires. Est-ce que c'est une expression de ce trauma qui n'est pas traité? Alors à mon sens, oui, complètement même. Euh, Oui, donc j'ai vu quelques vidéos pour on va donner des exemples. Il y a la vidéo de je casse un œuf sur le crâne de mon enfant, ha ha ha, qu'est-ce que c'est drôle. Alors oui, là, bah là on est complètement, hein, effectivement, euh, dans un trauma qui n'a pas été traité, puisque là la capacité d'empathie, elle est complètement, bah, elle est nulle. Enfin, en tout cas, elle n'est pas possible à ce moment-là. Ce qui fait que le parent a une réaction qui est assez lunaire au final, qu'on peut qualifier de lunaire, puisque en soi, c'est pas drôle d'arriver devant son petit enfant et paf, je te casse un œuf sur la tête ou je te mets une tranche de fromage sur la figure, sur les bébés, hein, parce que quand même, on voit des choses assez ahurissantes sur les réseaux. Complètement, oui. Et le fait de regarder les autres commentaires en dessous de ces vidéos où des enfants sont humiliés, le fait de les lire, est-ce que ça vient pas conforter la personne dans ce comportement et justement peut-être même il sera même de le reproduire ou il le reproduit déjà dans sa vie de tous les jours en se moquant de son propre enfant qui va tomber ou alors en le dénigrant. Voilà. Est-ce que ceci alimente pas finalement ce type de comportement? Oui, oui, effectivement, on est dans une boucle. Moi, j'aime bien ce phénomène de boucle, ça alimente et ça banalise finalement la violence qu'on peut faire aux enfants. C'est banalisé et ça donne de la légitimité à ces comportements violents au final et maltraitants qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants. Parce que se moquer même d'un enfant qui tombe ou un parent fâché, son enfant se blesse ou se fait mal parce qu'il a eu un comportement où on lui avait dit ah non, tu dois pas jouer avec ça, ah, et qui va dire ah bah tu l'as bien cherché. Voilà, on est dans un exemple où c'est une coupure émotionnelle au final, il n'y a plus d'empathie pour l'enfant. Alors merci Alexandra pour ces détails. Je voudrais qu'on aborde maintenant les conséquences de l'exposition à un trauma et notamment du psychotrauma. Lorsqu'un enfant subit des violences, il va pas s'arrêter d'aimer son parent, mais il va plutôt avoir une estime de lui-même, une estime de Mmh. soi qui est très dégradée. C'est-à-dire, en gros, il va plutôt arrêter de s'aimer lui
plutôt que son parent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ceci? Bien sûr. Oui, et ça, c'est une des conséquences du psychotrauma ou des VO, c'est-à-dire que on sait que ça diminue l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. C'est un très gros impact négatif sur la confiance en Mhm. soi d'un enfant. Alors pourquoi l'enfant, il va pas arrêter d'aimer son parent? Parce que l'enfant, il est dépendant de son parent. Déjà, il y a l'attachement aussi. L'enfant, euh, L'enfant dépend totalement de son parent. Il le sait que sans son parent, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas vivre seul, Ouais. il peut pas se nourrir, il peut pas, il a pas de toit. L'enfant dépend de son parent, ce qui fait que plus il va être élevé, et on va lui répéter aussi hein, que c'est pour son bien, que c'est parce qu'il a été méchant. Donc l'enfant va croire ça. Oui, Donc il va pas remettre en question l'amour de son parent. oui, Tu vois, il va plutôt se dire bon bah c'est parce que je l'ai mérité. c'est ça. Et Maman donc, ou papa me fait ça parce que j'ai été méchant, parce que j'ai mal agi, je l'ai mérité, c'est pour mon bien, c'est parce qu'il m'aime. et on en vient à des enfants qui peuvent, en grandissant, devenir des adultes qui n'ont aucune confiance en eux, qui ont du mal aussi à surmonter les épreuves, à exprimer leurs émotions, ou à exprimer correctement leurs émotions, notamment la colère. Parce que, et j'aimerais qu'on parle de ça maintenant si tu veux bien, la colère est souvent l'émotion associée à des violences. Un parent qui va dire, et même menacer, attention, je vais me mettre en colère, en levant la main comme ça veut dire que la colère est associée à de la douleur, à de la violence. Et je trouve que cette histoire qu'on raconte sur la colère amplifie le phénomène d'une colère justement agressive et va faire naître chez le parent, chez les adultes, de la crainte de la colère de l'enfant, qui peut les amener à réprimer, justement, à essayer de réprimer cette colère chez l'enfant au lieu de l'accueillir, de l'accompagner. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, plus je vais apprendre à mon enfant que une émotion telle que la colère, mais ça peut être d'autres émotions, mais ici pour la colère égale danger ou égale violence, et plus l'enfant va grandir en croyant que la colère est dangereuse. Si la colère est dangereuse, est-ce que je peux m'autoriser à la ressentir? Oui, Si je ne suis pas accompagnée quand moi je suis en colère, si on ne m'a pas appris à exprimer ma colère d'une manière safe, c'est-à-dire c'est pas de la violence la colère, hein, c'est une émotion, elle a une raison. Et ben je risque de la réprimer en moi, et puis après ça peut ressortir. Donc je réprime de la colère, je réprime quelle que soit l'émotion. Il y a du stress qui reste emmagasiné, et puis après à n'importe quel déclencheur, paf, ça va exploser, quoi. c'est Et ça. là il y a des risques de comportement violent. Et là, il y a des risques de comportement violent, en effet. Oui. Donc un parent qui a des problèmes déjà avec ses propres colères aurait tout intérêt à pouvoir travailler justement sur ses croyances par rapport aux colères et apprendre à accueillir ses colères et à l'exprimer, et je distingue les deux, hein. L'émotion c'est ok, l'expression elle peut être régulée, et justement cette régulation peut passer par des stratégies de régulation, la respiration, le fait d'aller prendre l'air, le fait de gribouiller sur une feuille, bref, des techniques qui permettent de faire redescendre la pression. Donc après l'accueil, hein, c'est ce que je disais, c'est que le parent doit se dire, là je suis en train de ressentir de la colère, et peut-être même que ce n'est pas ma propre colère, parce qu'il y a la Mhm. contagion émotionnelle et l'enfant qui est en face de moi, qui est en train d'exprimer une colère, et ben je suis en train de moi aussi ressentir cette colère-là. Donc savoir distinguer les deux, et tout ça, ça s'apprend, parce que c'est pas inné. Complètement, ça s'apprend, c'est un apprentissage. Et moi, ce que je conseillerais aussi aux parents par rapport à la colère, c'est d'identifier à quel point le comportement de mon enfant me trigger, c'est-à-dire va me déclencher un état qui va me dépasser. Hmm. C'est-à-dire que une colère face à un déclencheur, quel qu'il soit, bon, bah, c'est de la colère, on la ressent, mais on n'est pas en débordement. C'est-à-dire que si un parent, il se sent complètement débordé par sa colère, il sent que c'est trop fort, c'est qu'il est dans une surréaction, c'est qu'il y a quelque chose de plus ancré, de plus profond derrière qui ressurgit au final. Et c'est important que les parents, du coup, identifient à quel point c'est prenant pour eux, parce que justement, plus c'est prenant, plus peut-être il y a quelque chose à venir travailler. Ouais, c'est ça. Mm. Et particulièrement dans des périodes comme ce qu'on peut appeler, et je n'aime pas cette appellation, le terrible two, ou encore la phase d'opposition, ça veut dire qu'on est en train de prêter des intentions à l'enfant, en fait, qui est une phase d'affirmation de soi de Mm. l'enfant, et cette période du non Ah oui. de l'enfant.
qui peut être très frustrante. Alors déjà, pour l'enfant, parce qu'il a envie qu'on le considère comme une personne à part entière, différenciée de son parent. Tu vas me dire si cette théorie est bonne. Et pour le parent aussi, du coup, c'est compliqué parce qu'entendre un non de la part de son enfant, alors que jusqu'à présent, il était, entre guillemets, docile, Mmh. c'est-à-dire on le déposait quelque part, etc., on lui faisait faire des choses, bref, ça allait très bien, et là, d'un coup, le parent se retrouve avec un non en frontal, et il panique. Alors Oui. comment faire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour essayer de raconter une autre histoire sur cette phase déjà entre 2 et 3 ans, hein, on ne sait pas fixe, mais on va dire entre 2 et 3 ans. D'ailleurs, phase qui peut ensuite se reproduire à l'adolescence, d'ailleurs. Mmh. Oui, alors déjà, il faudrait rassurer les parents parce que peut-être qu'on pourrait revaloriser cette période qui est qu'on appelle Terrible 2 ou phase d'opposition, mais c'est surtout une manière pour l'enfant de s'affirmer. C'est-à-dire qu'il est en plein processus d'individuation, il se différencie de son parent. Pour lui, c'est presque, enfin c'est magnifique. C'est-à-dire que oh bah il était très en lien, très avec son parent, et là il prend conscience qu'il est une personne à part entière. Donc ça, c'est génial. Alors effectivement, après, dès qu'on va lui imposer ou lui proposer quoi que ce soit, il va dire non, non, non. Et c'est vrai que c'est difficile pour les parents parce que ils vont souvent ils vont interpréter ça comme un défi, comme de l'opposition, alors que c'est une affirmation et que ça fait partie du développement naturel de l'enfant. Et c'est une Alors chance. et c'est une chance, c'est une chance. En fait, il faudrait déjà que les parents arrivent à se dire, oh, mais c'est génial, mon enfant là, il est en train de grandir, il est en train de traverser quelque chose de naturel, c'est bon signe, c'est voilà. Effectivement, quand on est en plein dedans, voilà, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué, ça génère du stress chez les parents. Il est important pour les parents déjà de se dire que ce n'est pas contre eux. L'enfant, quand il dit le non, ce n'est pas non, je ne veux pas t'obéir, ce n'est pas non, je m'oppose à toi, c'est non égal moi je suis moi et toi tu es toi. C'est un oui à lui-même, en fait. C'est un oui à je, c'est je en fait. J'existe, quoi. C'est le jeu, exactement. C'est C'est ça. j'existe. Et c'est génial qu'un enfant puisse se dire ça. Donc le parent peut jouer ce guide auprès de l'enfant, c'est-à-dire qu'il peut l'aider à devenir lui-même. Tout à fait. Le parent accompagne l'enfant. Il est là pour accueillir le non, ne pas le prendre personnellement. Et puis ce qui est aussi très aidant pour les parents, c'est de se dire, mon enfant, il fait de son mieux. Il grandit, il fait de son mieux. Et puis moi, en tant que parent, je fais aussi de mon mieux. Parce qu'il n'y a Oui. pas de parent parfait. Donc les parents, effectivement, peuvent accompagner et peuvent surtout apprendre à l'enfant à se responsabiliser. Entre 2 et 3 ans, on peut commencer à proposer des choix à l'enfant, à le faire participer aux tâches du quotidien, par exemple. D'ailleurs, on va peut-être pas appeler ça tâche parce que c'est un peu péjoratif, mais des missions, fixer des petites missions. Et l'enfant ne demande que ça, il est en soif d'autonomie de 2 à Mhm. 3 ans. Oui, l'enfant, les enfants adorent les règles, bon, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc oui, leur fixer des petites missions, utiliser des mots-clés plutôt que de faire des longues phrases où au final ils s'y perdent un petit peu. Proposer, bah, par exemple, dire qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison, et puis l'enfant répond, bah, on enlève ses chaussures, plutôt que enlève tes chaussures, et là, non. Voilà. Euh, Faire preuve de choses ludiques, en fait, trouver des astuces ludiques, être avec eux, les accompagner. Alors tu parlais de choses ludiques, par exemple des chaussures qui parleraient et qui diraient «Oh là là, je préfère rester à l'entrée de la maison ou à l'entrée de Mais l'appartement», bien sûr, oui. par exemple. Par exemple, ou oh bah les dents, elles ont très envie d'être brossées là. Les dents, elles disent oh Jonathan, j'ai très envie d'être brossée. Oui, enfin faire preuve de voilà de créativité. Oui. Et les étapes du matin, en musique, on peut faire par exemple avec une Bien playlist sûr, spéciale. Pendant 3 minutes, il y a telle tâche, je dois m'habiller en 3 minutes, il y a cette musique, je peux même danser pour oui. le faire. Bon, ce sera peut-être un peu plus long si je danse pour le faire. En tout cas, ça va être fun pour tout le monde, ça va être aussi une bonne ambiance. Cet aspect ludique qui a peut-être été oublié par Mhm. beaucoup de parents. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se connecter avec les enfants. Et ce côté austère qui est alimenté par les rapports de force du parent dominant par rapport à un enfant dominé, eh bien, le jeu peut permettre de déconnecter ça. Et le parent peut réapprendre à jouer et à re-rentrer justement dans cet univers de l'enfant où il n'y a pas de violence, où il y a Oui. du jeu.
Oui, le jeu, c'est génial pour le parent comme pour l'enfant parce que le jeu permet d'être en connexion, d'être en lien aussi. Euh, et c'est aussi pour ça, on sait qu'il y a des parents qui, quand ils étaient enfants, leurs propres parents n'ont jamais joué avec eux en fait. Et plus tard, quand eux-mêmes deviennent parents, ben, c'est très compliqué pour eux le jeu. Mais ça s'apprend aussi. Ça Oui. s'apprend. Hmm. Oui, et là aussi, c'est une question de croyance. On disait tout à l'heure l'association d'un geste violent en disant c'est pour ton bien, mais il y a aussi cette association de dire un parent qui dirait à un enfant, bah en fait, mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu fais, alors que l'enfant est en train de jouer. Donc ce côté utile dans tous les instants, ce qui fait que ça fait perdre cette notion de jeu libre. L'adulte qui a enfant entendu ce type de phrase a du mal à s'amuser quand justement il est devenu adulte, et limite même sa vie est plutôt compliquée parce qu'il va pas faire des choix par joie, par amusement, mais beaucoup par contrainte au fond. Hmm. Oui, mais, ça influence énormément, enfin la manière dont on a grandi, l'éducation. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais puisqu'après on se détache aussi de nos figures d'attachement, on a des amis, on a voilà. Mais effectivement, toutes les expériences, donc on y revient, les plus répétées, vont venir s'ancrer au final. Oui. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on entend aussi dans, je veux parler d'inconscient collectif, ou en tout cas de phrases un peu bateau, c'est si je traite mon enfant avec dureté, il va être suffisamment fort pour ce monde difficile. Hmm. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que le fait d'exposer les enfants à la violence les renforce ou les fragilise? Alors ça c'est une très bonne question. Le fait de traiter les enfants avec de la violence, avec une éducation très dure, ça les rend pas plus forts. Donc ça les fragilise au niveau cérébral. Le fait d'éduquer les enfants avec un système très violent, coercitif, où on voit l'enfant comme une petite chose à soumettre, euh, en fait, ça laisse des traces traumatiques, donc on peut parler de blessures de l'enfance aussi, qui font que ça va amener justement à un état dissociatif et ça rend pas plus fort du tout, Ouais. du tout, puisqu'après c'est la reproduction. Souvent, c'est ce qu'on entend pourtant avec votre éducation positive, vous êtes en train de Mm. fabriquer des fragiles. Mais en fait, c'est une idée reçue. Alors c'est une idée reçue. Souvent, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été éduquées dans des voilà avec une éducation très dure et qui sont encore dans cette croyance et qui sont aussi probablement dissociées. Et donc, c'est pas acceptable pour eux. Puis, il y a aussi cette notion de peur, c'est-à-dire que j'ai peur que mon enfant devienne, par exemple, délinquant Hmm. à 3 ans ou à 2 ans. On s'imagine déjà, on est ouais, on est dans de l'anxiété, on anticipe le pire, quoi. Si on se laisse aussi, parce que c'est important de le dire, si on se laisse gouverner par nos propres peurs, qui parfois aussi ont été hein, de génération en Hmm. génération, tu vas en faire un enfant roi, il va voler des scooters alors que le petit gamin il a à peine 18 mois, on Hmm. s'imagine déjà le pire. Si on se laisse gouverner par nos peurs, on va agir en fonction de ces peurs et on va pas agir à partir de l'émotion de l'amour au final. Si on n'est pas ancré en nous-mêmes, si on n'a pas fait un peu un travail sur soi, en tout cas si on n'est pas allé chercher des informations, et ben on risque, Hmm. le risque il est là. Et aussi, ce que moi j'observe aussi, c'est que à partir de quelle part de moi, quand j'ai peur que mon enfant voilà devienne, je sais pas, un délinquant ou quoi que ce soit, euh, et que mes propres parents me disent oh mais tu vas en faire un, si tu le laisses pleurer, il va se passer ci, si tu l'éduques comme ça, il va devenir comme ci. Et il peut arriver que le parent se soumette lui-même face à ses parents, ses propres parents, Oui, alors que l'éducation concerne pas les oui, grands-parents, si je peux dire. oui, Parce qu'il y a justement cette part, et on y revient, de l'enfant qu'il était qui est soumis, qui est en recherche de validation oui. aussi, qui a un risque de prendre le dessus. D'accord. Et cette part, elle peut vivre encore chez pas mal d'adultes. Donc cette part soumise qui est et qui peut même être du coup dans un conflit de loyauté Bien quand il sûr, prend la décision de faire autrement que ses parents. complètement. Le conflit de loyauté aussi a tout à fait sa place pour Donc l'impression de comprendre un petit peu. trahir ses propres parents Oui, au fond. de trahir.
Alors qu'il n'en est rien, c'est-à-dire qu'on peut donner ces éléments, et c'est ce que je dis souvent aux parents, c'est vous pouvez remercier vos parents sur ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait de leur mieux justement sur ce sujet-là. Il y avait peut-être d'autres problématiques, des pathologies dans certaines familles. Et malheureusement, la violence était là. Et alors certes, il n'y a pas eu les bons adultes au bon moment pour protéger les enfants, mais malheureusement, c'est fait. Donc là, c'est un travail effectivement de résilience qui va se mettre en place. Mais ce conflit de loyauté, de manière plus basique, c'est se dire, ben, merci pour ce qui a été fait. Oui, j'ai accueilli cette souffrance que j'ai eue par rapport à ces violences, et ça, c'est vraiment le point important, le point de bascule. Se dire, j'identifie les souffrances que j'ai subies, et ensuite se dire, bon, ben, maintenant que je suis moi, je suis différencié, je fais une éducation qui me correspond. Et là, je suis en Mhm. train d'apprendre. J'ai écouté tel ou tel audio, j'ai regardé telle vidéo, j'ai lu tel livre, j'en ai appris beaucoup sur le cerveau des enfants. Ça m'a permis de comprendre les effets des violences. Et je suis en train de me raconter une autre histoire que celle qu'on m'a racontée. Donc, ok, le livre de mes parents, je leur laisse et j'ouvre un nouveau livre dans ma vie qui va être celui de ma propre parentalité avec mes propres enfants. Tout à fait.